Je disais, après avoir salué l'ensemble des personnalités qui sont là, que nous accueillerons la ministre dans une dizaine de minutes. Je vous souhaite à tous la bienvenue en Sorbonne. Nous trouverons ici, vous le savez sans doute pour beaucoup, dans le palais académique, la partie nord de ce bâtiment, palais qui a été conçu lors de sa construction en 1885 comme un haut lieu de débat et de célébration pour notre société. Je rappelle que c'est ici que Pasteur célébra son jubilé en 1892, que Pierre de Coubertin fonda le Comité international olympique en 1894. Plus récemment, le président de la République a accueilli en ces lieux les membres de la commission Stiglitz qui lui présentaient leur rapport sur la mesure des performances économiques et du progrès social. Et donc, à l'image des grands économistes du XXe siècle, Keynes, Friedman, Stiglitz, les universitaires ont toujours pris une part essentielle dans la réflexion sur les grands choix de notre société. Au Moyen Âge, les universitaires avaient un rôle de conseiller du prince. De nombreux maîtres de l'université ont siégé au Conseil du roi, dans les États généraux du royaume ou au Parlement. Louis XIV sollicita ainsi l'avis des maîtres de la Sorbonne avant de créer l'impôt du 10e en 1710. Au XIXe siècle, la Sorbonne fut un des grands foyers du libéralisme politique. François Guizot, professeur d'histoire, devint président du Conseil en 1847. Plus près de nous, la Ve République a compté un universitaire parmi ses premiers ministres, Raymond Barre, professeur de sciences économiques à l'Université de Paris. Aux États-Unis, le président Wilson était professeur d'histoire. Il fut aussi président de l'Université de Princeton. En Allemagne, le chancelier Ludwig Erhard, père de l'économie sociale de marché, et professeur d'économie. Vous le voyez, l'université et les universitaires ont depuis toujours joué un rôle essentiel dans les grandes orientations de notre société. Et ce n'est pas un hasard, car le projet de l'université, depuis sa création, c'est justement de mettre le savoir, la réflexion, l'innovation au cœur de la société. Si les savants du Moyen-Âge ont voulu quitter les monastères, c'était pour être au cœur des villes, au cœur du monde. L'université est devenue la déterminante de la culture de certaines nations. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont très fiers de leur modèle universitaire. La nation allemande s'est forgée dans les universités avant même l'unité de l'Allemagne. En France, au contraire, l'université a toujours eu une place réduite dans notre identité collective. Lorsqu'on prend le livre de Pierre Nora, le remarquable livre Le lieu de mémoire, Pierre Nora a voulu répertorier les grands objets de notre mémoire collective. L'université n'y figure pas, alors que le mot caille figure parmi les lieux de mémoire. C'est en effet la grande spécificité du modèle d'enseignement supérieur français d'être divisé en deux mondes distincts, celui des grandes écoles et des universités, et cette division s'est longtemps faite au détriment des secondes. Et je ne parle pas de notre autre spécificité qui sont d'avoir des organismes de recherche indépendants. La France, en réalité, est le seul pays à avoir un jour décidé de supprimer l'université. Il est arrivé à tel ou tel pays pour des raisons politiques, c'est en général des dictatures, de fermer provisoirement les universités, et la France est le seul pays à avoir décidé de les supprimer. C'était en 1793. Notre nation du savoir que représentaient alors les universités, qui étaient symboles des corporations, et ce n'est qu'en 1896 que la Troisième République fait de l'université l'un des piliers de l'égalité des chances et du progrès social dans notre société. Elle fonda alors le modèle universitaire français sur trois grands principes: la gratuité de l'accès aux universités, l'unité de tous les savoirs humains, la complémentarité de la formation et de la recherche. Ce modèle universitaire reste plus que jamais le nôtre. Et la réforme actuelle des universités, engagée sous l'impulsion de la ministre Valérie Pécresse, nous offre une occasion historique de remettre l'université française au cœur de notre société. C'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Nous devons nous saisir du renouveau sans précédent de nos universités pour leur donner toute leur place au sein de la société de la connaissance que nous voulons fonder. Une société dans laquelle plus de la moitié des générations sera titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau L, Bac plus 3. Et la seule institution capable de faire face à une telle massification, c'est évidemment l'université. Je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque du Centre d'analyse stratégique sur la fonction de l'université dans le monde.
Une fonction qui dépend fondamentalement de notre définition du savoir, de la place que nous accordons à la recherche et l'innovation et du rapport de notre société à la connaissance. D'abord, un lieu de définition du savoir. Depuis l'origine des lettres, des sciences et des techniques, le savoir humain a pris bien des visages. À la Renaissance, l'esprit humaniste est venu donner une unité à la diversité de ses savoirs. Et c'est à partir de cette conception humaniste qu'au XIXe siècle, Wilhelm von Humboldt a renouvelé l'idée d'université. La conception universitaire du savoir est une conception ouverte. L'université n'exclut aucun savoir, qu'il soit théorique, concret ou pratique. La transmission de compétences professionnelles est tout autant au cœur de la mission de l'université que la diffusion de connaissances abstraites. Et contrairement aux idées reçues, les universités ont été, dès leur création, des lieux de professionnalisation. Au Moyen-Âge, elles se sont développées en réponse à l'essor des villes et aux besoins nouveaux qui en découlaient pour la formation d'élites, cléricales, juridiques, marchandes ou encore médicales. Les grandes professions du monde médiéval sont d'ailleurs toujours à l'origine de nos facultés contemporaines. L'université d'aujourd'hui ne doit donc pas oublier cette mission fondamentale, qui est l'une de ses fonctions depuis toujours, former des professionnels compétents. Et elle remplit cette mission quand elle crée, par exemple, des masters ou des licences professionnelles, quand elle propose des modules professionnalisants à ses doctorants, quand elle développe des formations d'apprentissage, quand elle accorde toute son importance à l'orientation et à l'insertion professionnelle. C'est ainsi qu'elle participe à la revalorisation des compétences professionnelles nécessaires à l'ensemble de notre société. Les universités jouent le rôle fondamental qui leur revient dans la définition de ce qu'est le savoir dans notre monde. Elle redonne son souffle à l'alliance des savoirs qui fournit le grand projet de l'humanisme. Et ce nouveau rapport au savoir doit permettre de donner une place fondamentale à la recherche et à l'innovation dans notre société. Car innover, c'est penser différemment, c'est imaginer. Et pour en être capable, il faut à la fois être un excellent technicien et posséder cette hauteur de vue qui permet d'anticiper l'avenir et d'inventer des solutions nouvelles. La clé de l'innovation, c'est évidemment l'association des savoirs. Cette association est aujourd'hui renforcée par des ponts qui sont créés entre différentes branches de la connaissance, grâce au pôle de recherche et d'enseignement supérieur qui presse. Des doubles cursus sont en train de voir le jour pour les étudiants et de belles synergies émergent entre laboratoires de recherche. Cette grande dynamique accélérée par les investissements d'avenir est en train de remettre la recherche et l'innovation au cœur de notre université. Elle renouvelle ainsi l'équilibre entre les deux missions de l'université, la transmission et la création du savoir. Elle modernise le grand pari de l'université depuis sa fondation, celui de miser sur la complémentarité de l'enseignement et de la recherche. C'est cette complémentarité qui est la clé de l'innovation. L'université reste le lieu où l'on apprend à créer du savoir. C'est l'idée de la formation par la recherche. La pratique de la recherche est en elle-même professionnalisante, non seulement par les savoirs et les techniques qu'elle permet d'acquérir, mais surtout par la capacité de réflexion et d'imagination qu'elle procure. L'essentiel du potentiel d'un chercheur ne réside pas dans une connaissance disciplinaire, aussi érudite soit-elle, mais au contraire dans sa capacité à produire un savoir à partir de sa propre pensée. Il y a par exemple dans notre société beaucoup d'historiens, d'écrivains érudits, qui font preuve d'une très grande précision dans leurs connaissances. Ils n'en sont pas pour autant des chercheurs en histoire, car la recherche, c'est l'usage raisonné d'une pensée critique appliquée à un champ de connaissances. C'est le principe même de la démarche scientifique, c'est cette démarche qui mène à l'innovation et qui s'apprend par la pratique de la recherche. Or, le secteur privé a plus que jamais besoin de cette capacité d'innovation, quel que soit le domaine. Il ne doit pas se priver des compétences des docteurs en lettres et aux sciences humaines, car les compétences qu'ils ont acquises dans ce domaine sont transposables dans les réalités d'entreprise, notamment quand il s'agit d'aller conquérir des marchés sur des pays qu'on ne connaît pas bien. Et l'un des grands enjeux du rapport de notre société à l'innovation est de reconnaître le doctorat comme une vraie expérience professionnelle. C'est tout simplement reconnaître la recherche et l'innovation comme des compétences professionnelles. De plus en plus d'entreprises l'ont heureusement compris et recrutent des doctorants et des post-doctorants pour effectuer des recherches. Le dispositif des conventions CIFRE offre un cadre idéal pour les chercheurs et les entreprises. De même, des partenariats de plus en plus nombreux se créent entre les entreprises et les écoles doctorales. Ces liens sont l'une des clés du rapprochement entre la recherche universitaire et la capacité d'innovation des entreprises. Vous le voyez, à travers ces relations entre entreprises et décideurs politiques, c'est aussi le rapport de notre société à la connaissance qui est en jeu. Longtemps, nous accueillons Madame Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur.
et de la recherche. Longtemps, ce rapport a été placé sous une tutelle, celle de l'Église d'abord, celle de l'État ensuite. Et au cours de son histoire, l'université s'est peu à peu affranchie de l'une. Elle vient aujourd'hui de prendre son autonomie par rapport à l'autre. La loi de 2007 sur l'autonomie des universités libère les relations entre la société et l'université. Elle ouvre la voie à de nouvelles sources de financement pour les universités. Elle rend possible le recrutement de grands professeurs d'envergure internationale, mais aussi de personnalités extérieures au monde scientifique. L'université doit aujourd'hui s'ouvrir davantage aux professionnels, à l'image de grands établissements, comme le fut et l'est toujours le Conservatoire national des arts et métiers. Et inversement, les entreprises ne doivent plus hésiter à s'investir financièrement et humainement dans l'université. Elles ont tout à y gagner, en faisant mieux correspondre la formation professionnelle à leurs attentes, en recrutant très tôt de meilleurs étudiants, en bénéficiant par la suite des réseaux créés par les communautés universitaires, et bien sûr en restant à la pointe des innovations dans leur domaine grâce à un lien étroit avec la recherche. La place nouvelle que prend aujourd'hui le savoir dans notre société se lie directement dans notre paysage. Les acteurs politiques locaux savent déjà combien de grands chantiers universitaires actuels bouleversent l'environnement des villes. La création de grands campus dans la ville fera de l'université de demain l'un des principaux pôles urbains, un lieu d'où l'ensemble de la ville aura accès à la diversité des savoirs humains, un lieu cosmopolite et ouvert sur le monde par ses échanges intellectuels et l'afflux d'étudiants étrangers, un lieu où le dynamisme de la vie étudiante fera s'épanouir une multitude d'activités culturelles, artistiques ou sportives, un lieu de discussion ouvert où chacun pourra venir et participer au débat public démocratique. L'université est donc en train de devenir ce grand forum de la société de la connaissance. En ce sens, elle constitue la plus belle réponse aux trois défis qui attendent ce XXIe siècle, la mondialisation, l'innovation et la modernisation de notre démocratie. C'est cette voie qui a été choisie par la société depuis 4 ans. Ce choix courageux et fort engage maintenant tous les citoyens. Cette confiance de la société est donc aussi une responsabilité pour les universités. L'université doit se montrer ambitieuse. Elle doit aujourd'hui assumer pleinement son essence et son rôle dans le monde, car l'université, nous le savons tous, est vraiment une réalité et un projet d'avenir pour notre société. Je vous remercie.